Nous poursuivons avec un thème ô combien important, peut-être un thème dont on parlait beaucoup plus l'année dernière, mais heureusement, on a trois sommités pour en parler avec nous aujourd'hui dans la 24e édition du Private Equity Exchange. Je parle évidemment de l'ESG, donc Sustainability, Impact et création de valeur. Comment l'ESG peut être créateur de valeur dans un deal, dans un portfolio. Pour en parler, Dominica Adam. Bonjour Dominica. Bonjour. Vous êtes Chief Sustainability Officer au sein de 72, donc Exapax. Merci infiniment d'être avec nous. Avec Nous avons plaisir. également Marc Romano, vous êtes Head of PE au sein de Mirova. Bonjour. Bonjour. Et Morgan Carval, vous êtes directeur Impact Investing au sein d'Arkea Capital. Bonjour, c'est bien ça. Alors, on a la chance d'avoir trois fonds qui fonctionnent sur un modèle un petit peu différent. J'aimerais comprendre déjà l'ESG en termes de people, d'organisation. Comment ça se passe dans vos fonds? Peut-être Morgan pour commencer. Oui, on peut en parler. Nous, on a la chance d'avoir un groupe actionnaire qui s'appelle Crédit Mutuel Arkea, qui est devenu une entreprise à mission, qui a mis l'impact au centre de sa mission. Donc ça, c'était il y a 4 ans. Donc on a beaucoup de moyens pour faire de l'impact. Et on a été un des premiers fonds d'impact à créer un rôle d'operating partner. Donc operating partner au sein du fonds, et on a évangélisé dans les autres activités de LBO d'Arkea Capital avec une équipe là désormais de 4 personnes qui sont dédiées à l'accompagnement des entreprises sur de la création de valeur extra-financière. Chez 72, on est 80, on est une entreprise d'investissement pan-européenne et on gère 5 milliards. On a la spécificité moi je suis Chief Sustainability Officer, j'ai la spécificité de faire partie de l'équipe de la création de valeur, donc l'équipe Operating Partner au sein de 72. Nous sommes 4, on est 2 sur la Sustainability. Dans cette petite équipe, on dit qu'on est augmenté par d'autres acteurs, typiquement les consultants, mais également on a un réseau de Senior Operating Partners qui nous aident à très vite identifier les sujets clés de la transformation des sociétés de notre portefeuille, dont une personne responsable des sujets RH qui renforce bien les sujets qu'on peut mettre en place sur la Sustainability. Donc c'est comme ça qu'on s'organise, on est petit mais très agile et on cherche les bons experts pour nous accélérer dès la période de pré-deal, tout le long de la période d'investissement. Alors nous, chez Mirova, on est un peu natif. Mirova, c'est la société du groupe BPCE Natixis dédiée à l'investissement responsable. J'ai envie de dire, chez nous, ça va de la secrétaire, enfin, tout le monde est très ESG natif. On a deux dimensions. On a l'impact, c'est-à-dire quelle est la contribution de la proposition de valeur des entreprises dans lesquelles on investit en termes de contribution positive à l'environnement. Et puis on a l'ESG, c'est comment elles pratiquent elles-mêmes leur business. Et pour moi, les deux sont importantes dans la création de valeur. Il y a quel est le purpose et comment on le fait. Et l'équipe d'investissement s'approprie le sujet impact complètement. Et on a la chance chez Mirova d'avoir une équipe ESG qui est très large. On a plus de 22 professionnels sur le sujet. Oui. Donc c'est beaucoup. Alors ils sont dans leur expertise et ils sont complètement intégrés à notre process du début à la fin. Donc je ne sais pas s'ils sont dans le pôle création de valeur, mais ils sont totalement intégrés. Ils sont partie prenante de la sélection du pipeline, des comités d'investissement. Donc c'est embedded ou intrinsèque en meilleur français à notre process. Vous avez 22 personnes à l'ESG. Vous avez dans vos règlements de fonds les engagements depuis le début sur l'ESG et l'impact. Qu'est-ce que dans une boîte qui est censée représenter l'état de l'art, on retrouve comme conception de création de valeur ESG? Alors c'est là que on parlait dans la conférence avant, c'est-à-dire que vous avez différentes manières d'approcher le problème. Vous pouvez vous dire, je vais améliorer les KPI de mon entreprise, et donc elle va avoir un développement plus durable, et donc elle va avoir une plus grande valeur. Donc ça, c'est un premier élément, c'est s'assurer qu'elles aient des bonnes pratiques dans l'utilisation de leurs données, dans leurs pratiques RH. Je citais l'exemple de mes boîtes, quand j'ai investi dedans, il n'y avait que des hommes. Bon, c'est pas fantastique en termes d'équilibre homme-femme dans une société. Mais il y a une deuxième dimension. Nous, on investit dans des entreprises dont la proposition de valeur est d'avoir un impact positif sur la société. Et notre conviction profonde, c'est que ce faisant, en fait, elles adressent des grandes tendances qui sont les tendances qui transforment notre société. Et ça accélère leur croissance et donc leur valeur. Et donc, en fait, c'est pas totalement trivial de répondre à votre question parce que c'est tellement consubstantiel à notre stratégie d'investissement. On ne se dit pas, tiens, là, on va faire ça parce que ça va créer de la valeur. On se dit, la boîte, ça
le cœur de sa proposition doit adresser un élément de durabilité. Et après, on vérifie. On avait une boîte qu'on a vendue qui faisait beaucoup de choses sur des ombrières photovoltaïques pour permettre aux agriculteurs à la fois d'adapter leur culture au changement climatique, mais aussi de produire de l'électricité. Ils avaient beaucoup de data. Et on les a aidés à améliorer l'empreinte carbone de leur data center et de leur gestion des data. Voilà, c'est deux dimensions complémentaires. De votre côté, sur la partie création de valeur, comment est-ce que opérationnellement, si on devait conceptualiser un peu, quel est le modèle pour apporter, pour faire la différence sur un process et également derrière, une fois que c'est en portefeuille, pour aller un peu plus loin, Dominica? Je pense que notre point de départ, c'est toujours d'identifier quels sont les sujets clés matériels qu'on va estimer pertinents pour l'asset qu'on est en train de regarder en pré-deal et de se dire est-ce qu'il y a des risques et des opportunités, est-ce qu'elle sera résiliente sur le temps et comment on va vouloir la transformer entre même déjà des sujets qu'on essaye de travailler entre le signing et le closing. Donc ce point de départ des enjeux matériels pour ne pas se dire on va faire une liste de 50 sujets, non, on veut 3-4 sujets clés sur lesquels derrière on va travailler si c'est des sujets d'offres aux produits, voir comment ça va impacter de manière positive la top line et on se met en ordre de marche rapidement pour voir l'impact positif que ça peut avoir. Et forcément, le gros de ce qu'on travaille, c'est beaucoup la transformation opérationnelle des sociétés. Donc typiquement par des plans de décarbonation qui vont par la mesure de l'empreinte carbone et forcément le plan d'action et la trajectoire est suivi en fonction des actions à mener par d'autres projets d'accompagnement sur l'électrification des flottes de véhicules notamment. Donc, et c'est pas que sur des sujets carbone, hein, comme nous, nos enjeux sont pas toujours... Nos sociétés ne sont pas toujours très carbonées. Il y a un gros volet people aussi. Donc se dire que ce qui est vraiment clé, c'est déjà d'avoir un top management qui est efficient avec une gouvernance qui fonctionne. Donc comment on s'assure de ça dès le début de notre investissement et qu'ensuite l'organisation en découle et que tout ce qui va toucher les collaborateurs et l'engagement qui va suivre, qu'on va essayer de déployer et d'inciter, va être efficient. Donc c'est vraiment ce regard et puis cette façon de travailler aussi de manière proche avec les autres équipes opérationnelles. Moi, je pousse beaucoup ce concept de la sustainability by design, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas la sustainability en plus ou on n'est pas à côté du business, on est dans l'équipe operating. Donc c'est avec ces experts-là et avec notre regard qu'on essaie de positionner ce sujet dès le début pour que la transformation l'intègre et soit beaucoup plus impactante sur les sujets sustainability. J'ai une question et puis on passera au modèle de Morgane. Mais... Donc l'idée, c'est de rendre vos boîtes future-proof et de faire en sorte que l'exit soit bon. Allez, question piège, chers amis. Bon, le PE connaît une légère correction depuis 2-3 ans. C'est pas facile de fundraiser. Le fait de perdre un petit peu de TRI, parce que derrière, on n'a pas qu'une concentration sur la maximisation du profit. On peut se donner d'autres ambitions. Est-ce que vous apportez autant de valeur au fonds itself par rapport à un moment où c'est pas facile de parler aux LPs, de faire remonter de l'argent et qu'ils attendent des vintages dans lesquels vous avez investi sur des multiples élevés, ils attendent des décisions de vos parts. Et est-ce que du coup les fonds commencent à douter? Est-ce que le doute peut arriver dans certains regards? Et comment vous le gérez en interne, vous qui représentez la matière? Mais en fait, c'est intéressant de postuler dès le départ que ça doit coûter en TRI. Nous, on pense que ça crée du TRI. On va prendre 2 exemples. Ombrea, j'en parlais. On l'a sorti, on a fait une très belle sortie sur Ombrea. Pourquoi? Parce qu'elle répondait à un enjeu majeur et qu'un stratégique qui est Total, pour ne pas le nommer énergie renouvelable, a décidé de s'approprier cette création et ça nous a permis de faire une belle sortie. On a des boîtes qui accélèrent énormément en ce moment. Donc je ne crois pas, justement, il faut sortir de ce débat qui est la sustainability qui est une contrainte. Je pense que c'est d'ailleurs l'objet du sujet, c'est bien un élément de création de valeur. Et les deux ne sont pas antagonistes. De toute façon, si vous n'avez pas une performance financière, vous n'aurez pas un impact durable. Et si vous n'avez pas un business sustainable, vous n'aurez pas de performance financière. Il faut arrêter d'opposer les deux. Alors, parfois, il y a de la courbangie. Comme dans tout investissement, c'est le cœur de nos métiers. Quand je fais une transformation, ça peut me coûter un peu, mais ça va me rapporter. Donc, il faut penser investissement. Il faut penser ce qui est le cœur de nos métiers. Et donc, ne pas croire que c'est une contrainte, c'est une opportunité. Et on est bien dans le sujet, en effet. Morgane, sur la façon dont, chez Arkea, dont vous, en tant que directeur impact, vous créez de la valeur dans les parts. Nous, quand on rentre, donc on fait du venture capital. Hein. Donc, ça veut dire qu'on rentre sur des sociétés qui sont assez jeunes, en pleine croissance. Et on a 2 axes vraiment très importants. Le premier, c'est la gouvernance. Day one.
C'est-à-dire, dès qu'on rentre, on met une gouvernance diversifiée avec un board qui doit apporter, parce qu'on est dans une phase de scale-up, pardon pour l'anglicisme, où le dirigeant, il doit évoluer en même temps que son entreprise. Et on est sur des objets qui font entre 50 et 150% de croissance par an, y compris des effectifs. Donc ils sont à l'aise à 30 collaborateurs, ils vont très vite monter à 100 collaborateurs. Donc l'accompagnement du dirigeant, vraiment ça c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est de la mesure d'impact. C'est-à-dire que, et là je fais un pas de côté par rapport au débat, ça fait 25 ans qu'on fait de la mesure ESG un peu qualitative avec des ratings, etc. Et je pense que le secteur, et j'aime bien ce que dit Dominika, le secteur, il a évolué et maintenant on est capable de faire le lien entre la donnée extra-financière sur des sujets très précis et de la création de valeur. Croissance, rétention des talents, marge d'EBITDA, etc. C'est pareil sur de l'impact où on se dit qu'on doit apporter cette mesure liée à la promesse. Et on a vu dans certaines entreprises, quand on a mis une mesure d'impact quantitative scientifique, on était capable d'apporter la création de valeur pour le client et ça a permis de développer la croissance, développer les ventes. Ouais. Donc c'est vraiment ces deux aspects, gouvernance et deuxièmement mesure d'impact vraiment quantitative et scientifique. Ça, c'est deux facteurs clés qu'on essaie d'apporter à chaque fois. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'ESG dans le private equity pour 2026 qui arrive bientôt? De sortir de ce carcan qu'on évoquait à l'instant? Ben oui. Déjà. C'est juste de se dire que ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Moi, je pense que c'est... Des deals comme TSG, Tokem devenu TSG, ça doit devenir la norme. Ouais, mais il y en a plein des deals. Il y en a plein. En fait, il y en a plein. Exemple. Il faut juste regarder, quoi. Je pense que... il faut lever un peu ses œillères, pardon, je ne trouvais plus mon français là, et se rendre compte qu'il y a plein de facteurs d'accélération liés à l'ESG et l'impact. Dominika? Oui, je pense que je suis d'accord avec ça. Je pense que on apporte un regard un peu différent que nos investisseurs parfois de manière classique. On peut voir des choses qu'ils ne voient pas. Donc c'est comment on arrive à connecter cette vision avec une écoute et une transformation opérationnelle derrière. Nous aussi, on a des exemples d'impact de choses qui se sont réalisées, notamment avec un asset qu'on a vendu l'année dernière qui s'appelait Routin. On a vu qu'il y avait un potentiel de cet asset pour être vendu à un fonds d'impact de transition. Et du coup, on a réussi à élargir le pool des GPs qui étaient intéressés. Et c'est finalement ce GPs-là qu'il a acheté pour son fonds d'impact. Donc, il y a plusieurs façons et leviers de pouvoir augmenter le regard qu'on a sur un asset pendant le temps de détention, mais aussi à la sortie, en fonction des cibles et le nouveau marché des fonds qui s'est mis en place. Je confirme, puisqu'on est rentré, on a fait partie des GP qui sont rentrés dans le groupe, et l'aspect ESG Impact, c'était vraiment un point important. Moi, pour rebondir, il y a un point, c'est le capital humain. C'est souvent le parent pauvre. Ces dernières années, on a parlé beaucoup d'environnement. On a une crise de l'engagement en entreprise. On a une révolution digitale donc Gen AI, qui va transformer les organisations et notamment les organisations, on va dire, intellectuelles. Et je pense que les entreprises, pour des raisons de risque et d'opportunité, là, dans les 5 prochaines années, doivent travailler absolument le critère du capital humain. Moi, ça me paraît être essentiel. Je crois que le message sera bien passé aujourd'hui. Merci infiniment à tous les trois pour votre présence. Pour ma part, je vous retrouve dans quelques instants. Vous regardez Be Smart for Change. Merci beaucoup.